Et c'est bon. Bonjour aux premières personnes présentes. Alors, on va attendre quelques petites minutes pour commencer, si d'autres personnes arrivent. De toute façon, il n'est pas encore exactement midi. Dans le chat, j'espère que vous allez bien après ces quelques jours de canicule. Si vous êtes en région parisienne, c'était pas facile, là, sur les 2 derniers jours. Ça s'améliore. Ouais, aujourd'hui, ça va, il fait frais. On attend midi 2 et puis on commence. Tu spoil la suite, Lordi. Attends encore une minute, c'est ça? Ouais, une petite minute et puis on y va. Pour laisser arriver les dernières personnes. Et les prochaines nous rejoindront en cours de route. Eh bien, on va y aller. Ça te va, Lordi? Ça marche, on y va. Eh bien, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, on vous parlera de knowledge base, d'intelligence artificielle et de comment bâtir un copilote fiable et confidentiel pour vos équipes. Pour parler plus clairement, on va vous parler de management de la connaissance et de comment l'IA peut vous aider sur le sujet. Ce webinaire il vous sera présenté par Lordi Messaï, que vous voyez juste à gauche, président de TELIS, et que vous avez certainement déjà vu dans de précédents webinaires, et moi-même, Léa Pers, donc je suis responsable des opérations. Alors, ce webinaire, il est interactif, il est vraiment fait pour échanger avec vous et répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Vous avez le bouton qui est en haut à droite. Et on y répondra au fur et à mesure, justement. On essaiera d'inclure toutes vos questions dans la présentation. On lancera aussi à un moment un sondage un petit peu plus tard et ce sera disponible dans l'onglet sondage que vous retrouverez juste en dessous de l'onglet du chat. Voilà. Avant de commencer officiellement et de donner la parole à Lordi, je vais vous parler peut-être un petit peu de TELIS. Donc, nous sommes une ESN, on existe depuis 28 ans maintenant et on est vraiment spécialisé dans la business analyse, la gestion de projet et l'intelligence artificielle appliquée au projet IT. Et c'est de ce sujet-là dont on va vous parler aujourd'hui. Je te laisse la parole, Lordi. Merci Léa. Donc voilà, en très bref, le plan de la session. Dans un premier temps, on va faire un état des lieux à la fois qualitatif et quantitatif sur les sujets de recherche documentaire et recherche d'information dans une organisation, dans une entreprise. Ensuite, par rapport à cet état des lieux, on va essayer de se fixer des objectifs atteignables avec l'IA pour, on va dire, adresser des problématiques qu'on rencontre actuellement. Ensuite, on verra quelques cas d'usage, on examinera quelques cas d'usage et avec également de la démo, des démos. Et on terminera par une synthèse des gains ou bénéfices qu'on peut atteindre
au fait de mettre de l'IA donc pour faciliter la recherche d'informations et de documents, et donc les gains, bénéfices et également quelques conclusions. Voilà. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet et un état des lieux qualitatif. Donc, on pourrait résumer très simplement les choses en disant que sur le plan qualitatif, c'est un véritable parcours du combattant pour obtenir l'information. Donc, juste pour illustrer, je pense qu'on a tous vécu et on est confronté à cela régulièrement, à savoir rechercher l'information. On va par exemple sur Windows, le gestionnaire de fichiers, on fait la recherche et on est souvent extrêmement agacé, frustré parce que souvent il ne ramène pas l'information alors qu'elle est quelque part dans les répertoires, dans le SharePoint, ou alors il ramène des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on demande. Donc voilà, c'est un véritable parcours du combattant. Après, pour détailler, on peut regrouper les problématiques en trois familles. Donc, la première, c'est la dette documentaire. Donc, une dette documentaire qui est chronique. L'un des premiers constats, c'est que l'information qui est documentée, elle est dispersée. Donc, la documentation est dispersée. Le deuxième problème, c'est qu'il y a un sujet de couverture. C'est-à-dire que si on prend donc, un document qui traite d'un sujet, on va constater qu'il ne traite que partiellement du sujet. Donc, il ne couvre pas l'ensemble du sujet. Et donc, il ne sera pas en mesure de répondre à l'ensemble des questions qu'on peut se poser. Il y a un autre sujet également quelque part à adresser, c'est la fraîcheur. Donc, voilà, il y a de la documentation, mais par contre, elle date de 5, 10 ans, 15 ans. Elle n'est pas à jour. Donc, il y a un sujet d'obsolescence quelque part. Un autre sujet, c'est la profondeur. Donc, elle n'est pas l'information, la documentation ne fournit pas de l'information qui est au bon niveau de profondeur tel qu'on en aurait besoin. Et pour terminer, donc sur ce sujet de la dette documentaire chronique, c'est qu'il y a une hétérogénéité des documents. Donc, l'information va se retrouver dans du PowerPoint, de l'Excel, du Word, du PDF, dans la messagerie, c'est vraiment extrêmement dispersé et avec des formes hétérogènes. Alors voilà, ça c'était la première famille de problématiques. La deuxième, c'est sur le plan temporel. Donc, les délais de réponse aux questions qu'on se pose ou qu'une personne se pose dans l'organisation sont très longs. Ça peut être quelques jours, quelques semaines, voire plusieurs mois. On est souvent contraint lorsqu'on ne trouve pas, lorsqu'on fait un effort de recherche dans la documentation, après de se tourner vers les personnes sachantes. Et les personnes sachantes, il faut aussi arriver à les déterminer. Donc, ça reste un parcours du combattant. Et quand on parle quand on est sur le registre du temps et du temps perdu, lorsqu'une personne se pose une question, donc c'est parce qu'elle a besoin d'une information, d'une réponse, la question qu'elle se pose, elle ne se pose pas une seule fois pour l'organisation. Elle va se reposer plusieurs fois par plusieurs personnes parce que cette information, cette réponse quelque part à la question intéresse plusieurs personnes et plusieurs fois dans le temps. Donc, quelque part, on se retrouve à une recherche redondante d'informations. Donc, plusieurs personnes qui recherchent la même information et aussi la même personne qui, dans le temps, recherche plusieurs fois la même information. Alors après, il y a la loi de Carlson. Donc, c'est un économiste qui a mis en évidence que lorsqu'un travail est fait de manière fractionnée, donc on pourrait dire en pointillé, il y a une grande déperdition d'efficacité. Donc, en gros, ça peut se résumer par la formulation qui est le travail s'accomplit mieux lorsqu'il est effectué sans interruption. Donc, loi de Carlson ou également synonyme, la loi des séquences homogènes, pardon. Et donc, on est tous confrontés à ça. Et donc, quelque part, quand on rentre dans le sujet, on est obligé à chaque fois de refaire de la recherche d'informations. Maintenant, une autre problématique dans le temps, c'est que les réponses, lorsqu'on pose des questions, les réponses humaines sont souvent pas ou peu claires. Donc, il y a besoin, lorsqu'on reçoit l'information,
voilà, quelqu'un qui répond à la question, souvent n'est pas clair parce qu'il n'est pas un pédagogue, il n'est pas entraîné à fournir des réponses qui soient directes par rapport à la question et qui soient au bon niveau de compréhension de celui qui pose la question. Voilà, donc ça ça fait perdre beaucoup de temps. Donc à essayer de comprendre. Donc on est obligé de reposer la question de diverses manières pour avoir la réponse quelque part. Et conséquence, et donc troisième point, ce sont les conséquences de tout ça, c'est que en synthèse, il y a un gaspillage de temps et d'énergie, il y a de la frustration, il y a de l'agacement dans la recherche d'informations, et on peut également dire qu'au final, ça reste un frein à l'agilité et à la qualité des résultats produits, des travaux menés dans le collectif de l'organisation ou de l'entreprise. Voilà donc d'un point de vue qualitatif l'état des lieux. Et alors maintenant, Léa, oui. Après cet état des lieux, on vous parlait d'un sondage tout à l'heure. Vous allez le voir apparaître dans l'onglet sondage, donc en haut à droite. Alors, la question a priori plutôt simple. À votre avis, en moyenne, combien de temps est-ce que vous perdez à chercher une information ou un document? Là, on a mutualisé les deux types de recherche. Vous allez avoir plusieurs propositions de réponses, donc moins de 5% si vous estimez que vraiment c'est une toute petite partie de votre temps, de 5 à 15% ou de 15 à 30% si ça commence à représenter une partie assez conséquente, et plus de 30% si vous avez l'impression que vraiment c'est presque la majorité de votre temps. On va vous laisser quelques minutes pour répondre et surtout pour penser à tous ces moments où vous cherchez une information importante ou le document qui vous aidera à avancer. Loardi parlait tout à l'heure d'un parcours du combattant. Finalement, est-ce que c'est aussi le sentiment que vous avez au quotidien ou est-ce que l'information est très bien répertoriée chez vous, elle est accessible facilement? Voilà. En d'autres termes, est-ce que c'est récurrent de devoir chercher pendant très longtemps ou est-ce que ce temps passé à chercher finalement est minime sur votre quotidien? Et je l'espère pour vous. Là, sur les premières réponses, c'est partagé. On est sur du 50-50, entre 5 à 15% et 15 à 30%. Donc finalement, j'ai l'impression que c'est minime pour aucun d'entre vous. Plutôt sur un 60% pour 15 à 30% maintenant. On va vous laisser une petite minute de plus pour participer. Là, vous êtes quand même très partagés entre les deux réponses du milieu, mais on a une majorité quand même sur 15 à 30%. Sur 15 à 30%, et vous êtes plutôt dans le vrai, parce que 15 à 30%, on est proche de la réponse et de ce que Loardi va vous exposer juste après. Donc, tu me dis, Léa, si l'enquête est close et que si je passe à la suivante. Il y a encore quelques réponses. Mais il y a une personne qui a mis plus de 30%. Donc, je vois qu'il y a une personne qui recherche beaucoup, pour le coup. Et tu peux passer à la slide. Très bien. Voilà. On est sur du 15 à 30%. En synthèse, voici l'état des lieux quantitatifs en prenant des études faites par des grands organismes d'analyse, que ce soit l'IDC, McKinsey et la I2M. Donc, globalement, leurs résultats, sans entrer dans le détail, sont assez convergents. Donc, globalement, on est sur du 25 à 30% du temps de travail qui est passé en recherche d'informations, recherche documentaire. Un autre chiffre intéressant, c'est que 50% des recherches échouent. Et si on essaie de synthétiser donc le temps passé à rechercher, dans l'année, on est en gros à 1 mois et demi. Voilà pour synthétiser, ce qui a l'air assez conforme avec l'enquête à laquelle vous venez de répondre à l'instant. Je me trompe ou pas, Léa? C'est tout à fait ça. Ouais. En majorité, on était sur du 15 à 30%. Donc,
Okay. Vous avez plutôt bien identifié la chose. Très bien. Donc voilà, donc on a fait un état des lieux à la fois qualitatif, quantitatif. Maintenant, donc ça c'est ce qu'on vit depuis X années, on va dire. Et avec l'IA, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme perspective, qu'est-ce qu'on pourrait se fixer comme objectif. Donc là, on va passer à la diapo suivante. Donc on pourrait s'en fixer 3. Donc le premier, c'est d'être dans une situation de zéro gâchis. Je vais essayer d'illustrer, donner un exemple sur le zéro gâchis. C'est par exemple de ne pas faire de réunion avec X personnes pour collecter un ensemble d'informations, alors qu'elles pourraient être tout simplement obtenues en faisant une recherche dans le système documentaire, comme on peut le faire avec un Google, un ChatGPT, voilà, sur le système, les données internes de l'entreprise, au lieu de mobiliser pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, X personnes pour arriver à obtenir l'information et aligner l'information entre les uns et les autres. Ce serait tout simplement de la recherche directement. Voilà, donc c'est d'être dans une situation de zéro gâchis. Donc le deuxième objectif, ce serait l'instantanéité, c'est-à-dire avoir les réponses tout de suite et non pas être confronté à ce fameux parcours du combattant dont on a parlé tout à l'heure. Donc avoir des réponses tout de suite et qui portent sur la connaissance interne à l'entreprise, donc sur l'information interne à l'entreprise, pas sur de l'information publique. Et maintenant, troisième objectif qu'on peut s'assigner ou qu'on peut chercher à viser, c'est d'être dans une logique de capitalisation continue de l'information, des savoir-faire, projets, entreprises, etc. Alors, pour faire un parallèle, donc, dans le monde du développement, donc l'agile, DevOps, etc. On parle de CD, CI, donc Continuous Development, Continuous Integration, etc. Voilà, c'est cette idée de ne pas avoir de rupture et d'alimenter continuellement la base de connaissances. Quelque part, l'objectif, c'est de faire en sorte, à titre d'exemple, c'est d'alimenter à chaque fois que on est en situation d'échec lorsqu'on a posé une question et pour laquelle on n'a pas eu de réponse. Donc, on pose une question, on n'a pas la réponse, ça veut dire que l'information, une fois qu'on l'aura obtenue après avoir fait le parcours du combattant, il faudra l'injecter dans le système de documentation continue. Donc voilà, ce seraient 3 objectifs. Alors on peut avoir d'autres regards sur le sujet, mais globalement, voilà, c'est une façon de voir les choses. Et donc on va partir sur ces 3 objectifs. On va poursuivre sur eux. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de commencer par une démo. Voilà, donc je vais partir sur une démo. Et pendant que tu mets la démo, je voudrais en profiter pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions à tout moment. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du webinaire. Alors, voilà, je vais partager ça. Voilà, ici, on est sur donc un périmètre, donc c'est la facturation. Alors, j'ai pris cet exemple parce que la facturation électronique, ça, on va dire, ça parle normalement à beaucoup de monde, donc un ensemble d'entreprises où les entreprises vont devoir basculer sur ça, certaines échéances, etc. Alors, voilà, donc on est sur un projet qui s'appelle facturation électronique. Alors, à droite, on voit les documents qui ont été chargés dans ce projet-là. Donc, il y a des documents qui sont des documents publics, donc la documentation officielle de l'État, et plus de la documentation réalisée en interne. Et donc, à partir de là, on va pouvoir poser des questions. Donc, par exemple, la facturation électronique va-t-elle permettre de contraindre, je peux prendre d'autres questions, devons-nous passer par une agrémentation de notre logiciel maison sur la facturation électronique? Donc, voilà, on a la question et derrière, en fait, on a la réponse de l'IA. Donc, pour répondre à votre question, voilà, et donc, il fournit une réponse en justifiant par rapport aux extraits. Il dit, voilà, donc, je donne ma réponse en me basant sur tel extrait, tel fichier, PDF, etc. Il y a tel autre extrait avec une analyse, une conclusion. Et après, il y a le détail des extraits. Alors, voilà. Donc, ça permet à la fois de trouver l'information et, et les documents également porteurs de cette information. Et quelque part, ça permet également d'éviter les hallucinations. Voilà. Donc,
je vais essayer. Alors, je vais prendre d'autres questions. Quels sont les PDP agréés? Combien en dénombre-t-on? Voilà, donc là, et en fait, en conclusion, les extraits fournis de deux types de PDP, mais il dit qu'il n'est pas possible de déterminer lesquels sont ou combien il y en a. En fait, parce que cette base de connaissances à droite ne contient pas cette information. Donc là, on est en situation d'échec. Donc si pour nous, c'est une information importante et on va devoir enquêter, chercher l'information, là, ce sera l'occasion de réinjecter le document qui contiendra l'information qui répond à cette question. Voilà. Après, voilà, on ne va pas le faire maintenant, mais il y a également la possibilité de faire de la recherche, donc la recherche sur un répertoire, mais ça peut être fait sur un document précis. C'est-à-dire, je pourrais dire, voilà, je veux juste faire mes recherches ou mes analyses, mon questionnement sur un document précis, voilà, par exemple celui-là, ou sur ce document-là, etc. On peut également injecter du texte libre, par exemple ici, et derrière faire de la recherche. Donc, voilà, donc, en synthèse. Alors, je vais repartir sur le PowerPoint. Voilà. Alors, pour résumer quelques cas d'usage, donc une première famille de cas d'usage, c'est la recherche d'un document. Donc, c'est pas avoir une réponse à une question, c'est la recherche d'un document. Quel est le document qui décrit les règles de gestion des commandes? Quelle est la dernière version de l'expression des besoins, gestion des stocks? Donc là, on est dans le cas d'usage de rechercher un document. Après, on peut avoir des questions du type fonctionnel ou applicative. Qu'est-ce qu'une ligne de prestation? Est-ce qu'une commande peut impliquer plusieurs clients? Peut-on attacher un contact à plusieurs entreprises? Quelles sont les fonctionnalités de Omega, de l'application Omega? Quels sont les flux entre Omega et les autres applications du SI existant? Les acteurs, donc qui est le référent, qui est le sachant ou référent métier? Quels sont les profils du module finance? Combien est-il d'utilisateurs sur tel module? Après, on peut poser des questions de pilotage. Quel est le reste à faire par module et le pourcentage d'avancement? Quelles sont les priorités du projet, les jalons à court terme, les enjeux, les risques? Quel est le compte-rendu de réunion qui traite de tel sujet, etc. Après, il y a des cas d'usage qui sont plus analyses où il faut… c'est-à-dire que l'information ne se trouve pas en un endroit précis, mais elle est, on va dire, elle nécessite la combinaison de plusieurs informations pour arriver à y répondre. C'est ce qu'on peut appeler de l'analyse. Donc, par exemple, quels sont les impacts si on décide de lier une commande à plusieurs clients? Voilà, il y aura du raisonnement, il y aura de l'assemblage de plusieurs informations pour pouvoir répondre à cette question complexe. Voilà, là, on est sur la question complexe. Les enjeux du projet ont-ils évolué dans le temps? Donc là, il faudra examiner des informations qui se déroulent dans le temps, voilà, plusieurs informations dans le temps pour arriver à déduire, donc isoler les enjeux dans le temps et arriver donc à déduire derrière s'il y a une évolution ou pas. Quels arbitrages ont été remis en cause? Donc pareil, donc ce sont quelque part des questions complexes qui nécessitent d'agréger un ensemble d'informations, de les analyser pour arriver à construire la réponse. Alors, on va parler donc maintenant donc de la matrice du savoir, là, le modèle saisi là, de Nonaka et Tekushi, là, qui est apparu dans les années 95. Alors, globalement, le savoir, donc, il se diffuse par socialisation, c'est-à-dire qu'une personne a une connaissance, elle la partage à une autre, un petit peu comme par exemple à l'école ou en dehors de l'école. Après, il y a donc l'externalisation qu'on peut également reformuler en formalisation. Voilà, c'est-à-dire c'est formalisé, c'est écrit, c'est rédigé, c'est schématisé. Ensuite, donc les savoirs peuvent se combiner, c'est-à-dire avec plusieurs savoirs, on refabrique un nouveau savoir, et ce savoir ensuite il est internalisé, qu'il soit combiné ou pas. Donc, il est internalisé. L'internalisation,
c'est d'une certaine façon, on peut parler d'adoption. En fait, c'est l'adoption au quotidien d'un savoir ou d'une pratique. Voilà, c'est une véritable assimilation ou appropriation. Et donc, on est dans une spirale de la connaissance, et c'est globalement comme ça que se construit la connaissance. Elle se partage, elle se formalise, elle se combine, elle s'intègre, elle est tacite, elle est explicite. Voilà, donc c'est le modèle de Nonaka et Tekushi. Alors, Loardi, on a Lila qui indique que sur les cas d'usage que tu as partagés, Ouais. c'est déjà fait par Copilot si les fichiers sont sur SharePoint. Oui, effectivement, Copilot, c'est une solution. Donc, après, oui, effectivement, c'est une solution qui permet de répondre à ce genre d'approche, effectivement. Donc, on continue? On peut. Donc, après, en termes de gains attendus, donc, quels sont-ils? Le premier, c'est l'amélioration de l'agilité, où en fait, on peut synthétiser comme étant l'amélioration de l'agilité. Donc, la réduction en réduisant le temps de recherche de 70 à 90%, en réduisant le nombre de réunions de collecte d'informations et de mise en cohérence. L'autre élément, c'est en favorisant l'onboarding, donc une nouvelle personne une nouvelle recrue, un stagiaire, un prestataire, donc faciliter et accélérer son intégration. Donc l'autre bénéfice, c'est l'économie du temps des seniors, donc ceux qui ont la connaissance dans les têtes et qui sont déjà très sollicités, qui sont peu disponibles, donc ça permet d'économiser de leur temps. Voilà. Et en plus, il coûte cher. Donc, économie de temps et d'argent. Donc, l'autre élément, l'autre bénéfice, c'est la réduction de la dette fonctionnelle. Donc, ça, c'est sur les projets IT, que ce soit en agile ou sur les projets en cycle en V. Voilà, il y a une pénurie, on va dire, d'informations décrivant le ou les systèmes. Donc, voilà, ces approches permettraient de réduire donc la dette fonctionnelle. Et donc, l'autre gain attendu, c'est de mieux capitaliser sur les analyses et connaissances. J'ai oublié le nom, il y avait une grande entreprise, là, il y a Sudoise, il y a longtemps, qui avait fait une étude et qui avait constaté que 30% de leurs innovations avaient déjà été inventées en interne ou en externe. Alors, Loardi, au point soulevé par Lila, Rachel pose la question de la sécurisation des données sur SharePoint. Et c'est vrai que pour le coup, il y a un point là-dessus, puisque Copilot repose sur les infrastructures Microsoft Azure, qui peuvent être hébergées en Europe, mais qui restent sous juridiction américaine, donc avec le Cloud Act. Donc même avec des engagements qu'on peut avoir en Europe sur le data boundary, ça garantit pas forcément une souveraineté totale. Et c'est un peu le but là de la démonstration. C'est que pour le coup, ici, c'est hébergé en France, c'est souverain et c'est siloté. Effectivement, c'est une problématique qui est réelle. Donc, quand c'est chez Microsoft, chez AWS, etc., donc Amazon et autres hébergeurs américains. Donc, il y a le Cloud Act américain qui fait que ils ont accès aux informations. Voilà. Donc, il n'y a pas c'est comme ça. Donc, si on veut de la souveraineté, donc effectivement, il faut passer à d'autres solutions. Voilà. Ah, c'est le but là, justement. D'autres questions? J'y réponds. Léa? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors après, donc, en termes de conclusion, donc, quelque part, conclusion, recommandation, on va en émettre 3. La première, c'est de s'équiper de recherche sémantique, c'est-à-dire de la recherche qui ne se base pas uniquement sur de la chaîne de caractères, mais qui recherche à partir du fond du sujet. Donc, et ça nécessite de passer par de l'usage de l'IA. Donc voilà, s'équiper de recherche sémantique.
La deuxième conclusion, recommandation, c'est de faire de la documentation continue, ne pas être en permanence en dette, en déficit documentaire. La troisième, alors pour bien l'expliquer, aujourd'hui, dans les organisations, les entreprises, on a une direction générale, directeur financier, un DSI, directeur informatique, ou DOSI, direction marketing, direction du développement, direction des achats, voilà, on a direction financière, voilà, on a un ensemble de directions. On a depuis quelques années des CDO, Chief Data Officer, voilà, une nouvelle direction qui se crée. On a le RSSI, responsable de la sécurité du système d'information. Alors, on peut se projeter aussi dans l'idée d'avoir une direction de la documentation interne. Donc, une direction qui veille à faire en sorte que partout dans l'entreprise, on fait en sorte d'avoir de la vraie documentation continue avec le bon niveau de fraîcheur, le bon niveau de couverture, et que ce ne soit pas vu comme un coût, mais comme une économie. Donc, parce que voilà, quand on parle de documentation, de rétrodocumentation, ce genre de choses, on voit ça comme un coût. Par contre, on ne voit pas le coût de la recherche financier et également l'impact d'un point de vue réactivité, flexibilité, agilité, étant donné que ça impacte fortement les délais. Voilà. Voilà donc pour conclure les trois conclusions, recommandations. On a Lila qui demande quelle solution par rapport à ce qu'on disait sur la souveraineté des données. Et je pense que c'est une bonne transition pour vous dire que vous avez un bouton juste en dessous, je veux être contacté, qui vous permet d'avoir une démo un petit peu plus poussée de la solution qu'on vous a montrée il y a quelques minutes. Et qui permet justement de faire ces recherches documentaires avec un outil souverain hébergé en France. Alors, pour compléter la réponse, Léa, oui, effectivement, démo, etc. Et après, donc, pour avoir voilà, la souveraineté, le niveau de confidentialité requis, etc., globalement, il y a deux approches. Donc, si on prend la plateforme qu'on a mise au point, c'est d'utiliser directement sur un cloud souverain hébergé en France, en Europe, etc. Sinon, l'autre solution, en fonction de la taille de l'organisation, c'est la mise en place de cette solution, de ce type de solution en on-premise, c'est-à-dire hébergé en interne sur le réseau interne de l'entreprise, avec un serveur dédié, etc., une infrastructure dédiée. Donc voilà, c'est en gros les deux familles de réponses pour avoir une souveraineté et pas être tributaire d'une dépendance extranationale. Tout à fait. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions ? Pour l'instant, je n'en vois pas dans le chat. Écoutez, je pense qu'on est bon. Du coup, Loardi, il n'y a pas de questions supplémentaires. Et du coup, merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. Merci pour l'intérêt pour le sujet. Merci également. Je vous le disais il y a quelques minutes, vous avez le bouton « Je vais être contacté » juste en dessous. Et en plus de ça, si vous faites une démo, les participants du webinaire auront d'ailleurs un petit peu de gratuité sur l'outil. Donc, n'hésitez pas. Et je pense qu'on est bon. Bien, merci à tous. Merci Léa. Merci beaucoup.